Très heureux de vous retrouver pour vous présenter les faits marquants de l'actualité. Bonsoir à tous et bienvenue à la une ce soir. Grève dans les tribunaux, l'inquiétude gagne les couloirs de la justice à Dakar. Les justiciables se heurtent à un silence administratif dû à un arrêt de travail de 72 heures. Les syndicats de la justice exigent une prise en charge immédiate de leurs revendications. En attendant, ce sont les citoyens ordinaires qui paient le prix de cette paralysie. Et puis, 14 ans d'activisme pour le mouvement Y en a marre qui souffle aujourd'hui une bougie de plus. Tout a commencé le 23 juin 2011 de la contestation de Wade à la défense de la démocratie. L'esprit de lutte ne s'est jamais éteint. Fou Malade revient sur les engagements et les défis de cette génération debout. Autre climat, la présidence tournante de la CEDEAO échappe au Sénégal et les lectures s'opposent. Thierno Alassane Sall dénonce une gifle diplomatique infligée à Bassirou Diomaye Faye, affaibli jusque dans son propre camp. De son côté, un officiel régional parle d'un retrait volontaire du Sénégal en guise de diplomatie apaisée. Entre affront national et calcul stratégique, la guerre des versions est déclarée. Enfin, sport, Sa Thiès enflamme l'arène et ouvre la porte des grands vainqueurs de Zarko. Le fils de Double Less rêve désormais d'un combat royal. Tafatine ou Modlo, le choix de son prochain adversaire, pourrait redessiner la carte de la lutte sénégalaise. Voilà pour les titres. Le développement, c'est dans un instant. Merci de nous choisir pour vous informer. C'est un nouveau bras de fer qui perturbe le fonctionnement de la justice sénégalaise. Les deux principaux syndicats, le syndicat des travailleurs de la justice et l'Union nationale des travailleurs de la justice, ont entamé une grève de 72 heures à compter de ce lundi 23 juin 2025. Résultat, un ralentissement notable au tribunal de Dakar où usagers et justiciables se disent pénalisés. Ils appellent les autorités à réagir au plus vite pour éviter un enlisement. Situation un peu compliquée parce que je vois des Sénégalais qui viennent de sortir au niveau du tribunal. Il y en a même qui avaient besoin d'un casier judiciaire. Il n'a pas pu en avoir et puis je vois qu'il est un peu découragé. Nous avons des papiers à régler urgemment. Alors on vient, on nous dit qu'ils sont en grève. Là, c'est dommage. Ils ont le droit de revendiquer ce que l'État leur doit. Parce qu'il paraît qu'il y a des accords qui ont signés. Il suffit maintenant de les mettre en application. Donc vraiment, c'est des désagréments. Oui, vraiment, ce sont des agréments. Les gens font le déplacement en vain. Il faut qu'ils sachent que c'est un service public. Hein? Il y a le service minimum qui est maintenu. Hein? Il y a le service minimum qui est maintenu, je suis là. Dans la foulée, une autre affaire judiciaire secoue l'actualité. Ousseynou Seck, plus connu sous le nom de Akhenaton, n'a pu quitter le territoire sénégalais à l'issue de son séjour. Il a été intercepté à l'aéroport international Blaise Diagne de Diass par les policiers du commissariat spécial de l'AIBD. Lors du contrôle, il lui a été signifié qu'il faisait l'objet d'une convocation dans le cadre d'une affaire judiciaire. Selon les sources policières citées par Seneweb, l'activiste a affirmé qu'il se rendrait devant les enquêteurs avant de quitter librement l'aéroport. Ousseynou Seck, alias Akhenaton, figure controversée des réseaux sociaux, serait convoqué à la suite de plusieurs plaintes de mouvements religieux, notamment du collectif Taxawu Ndonoy Magni. Ces derniers l'accusent de propos jugés offensants contre les foyers religieux diffusés largement sur les réseaux sociaux. Et pendant ce temps, un mouvement emblématique de la société civile sénégalaise souffle ses bougies ce lundi 23 juin. Le mouvement Y en a marre célèbre 14 ans de militantisme et d'engagement citoyen. Fou Malade, l'un des fondateurs, revient sur ce parcours et réaffirme leur volonté de continuer à défendre la démocratie sénégalaise. 23 juin 2011, 23 juin 2025, le mouvement populaire sénégalais souffle sa 14e bougie. Un parcours très tumultueux, marqué en grande partie par des combats de tous les instants. Le plus célèbre reste encore et toujours ancré dans les annales. Les émeutes dites citoyennes pour contrer le ticket présidentiel du président d'alors, Maître Abdoulaye Wade. À plus de 10 ans d'existence, arrive l'heure du bilan. C'est notre participation à la citoyenneté, c'est notre participation à la mobilisation des citoyens, à la création d'une masse critique forte.
Globalement, c'est ce qu'il faut retenir. Il y a aujourd'hui énormément de mouvements citoyens équidistants des partis politiques. Beaucoup de jeunes qui se prononcent sur des questions politiques. Beaucoup de jeunes qui ont intégré aujourd'hui les instances de décision politique. Depuis la création du mouvement, le Sénégal connaît 2 transitions démocratiques. Fou Malade réitère l'ancrage de leur entité à servir les intérêts matériels et moraux de la République. La posture de Y'en a marre reste toujours cette posture d'alerte et de veille. Le mouvement reste ce mouvement-là, équidistant, qui ne cherche pas le pouvoir, mais qui cherche effectivement à rappeler les principes pour une meilleure consolidation des acquis démocratiques. L'activiste n'a pas manqué de donner son avis sur les points du dialogue national qui n'ont pas fait l'objet de consensus, et notamment l'arrêté Ousmane Ngom, largement critiqué. Cet arrêté a été créé pour démobiliser les citoyens. Maintenant, tout pouvoir soucieux d'une meilleure marche de la démocratie doit se débarrasser de cet arrêté. Dans la continuité de ces combats, le rapport de Guédiawaye s'apprête à lancer une dynamique politique pour ceux et celles qui s'interrogent sur les motivations. Un mouvement qui a 52 ans et qui a participé à tous les processus, à toutes les alternances dans ce pays, qui a accompagné les jeunes à prendre la parole. Donc c'est un mouvement qui doit s'assumer. Le FRAPP a saisi l'occasion du 23 juin pour rappeler la portée historique de cette journée de 2011 qui avait vu le peuple se lever contre une dérive autoritaire. Dans un communiqué publié ce 22 juin, le mouvement exige l'abrogation immédiate de l'arrêté Ousmane Ngom, toujours en vigueur à Dakar, une mesure jugée liberticide malgré sa condamnation par la Cour de justice de la CEDEAO et incompatible selon le FRAPP avec l'héritage du 23 juin. Dans le prolongement de cette revendication, l'arrêté Ousmane Ngom reste un point de crispation adopté en 2011. Ce texte interdit toute manifestation politique dans le centre-ville de Dakar, créant une fracture dans les espaces d'expression citoyenne. 14 ans plus tard, ce dispositif continue de susciter colère et frustration, notamment chez les jeunes et les mouvements sociaux. Le débat reste vif autour de sa légitimité dans le Sénégal post-alternance. Le 23 juin 2011, le peuple sénégalais descendait massivement dans la rue pour dire non à une réforme constitutionnelle jugée dangereuse pour la démocratie. 3 semaines plus tard, en réponse à cette mobilisation d'une ampleur historique, le pouvoir en place prend une décision qui va durablement restreindre les libertés publiques. Le 20 juillet 2011, le ministre de l'Intérieur d'alors, Ousmane Ngom, signe un arrêté interdisant toute manifestation à caractère politique dans le centre-ville de Dakar. 14 ans plus tard, cet arrêté continue de susciter l'indignation. L'opposition et plusieurs organisations de la société civile telles que le mouvement FRAPP exigent son abrogation, qu'elles considèrent comme une condition essentielle au respect des libertés démocratiques. Cet arrêté viole gravement les libertés d'expression, de réunion et de manifestation garanties par la Constitution sénégalaise et les instruments internationaux ratifiés par le Sénégal. Il instaure une discrimination territoriale injustifiable, transformant Dakar en une ville à 2 vitesses, des zones où l'on peut manifester et d'autres où le peuple est condamné au silence. Pourtant, la Cour de justice de la CEDEAO avait ordonné dès 2022 l'abrogation de cet arrêté, estimant qu'il violait la liberté de manifestation garantie par les textes communautaires. La Cour ordonne aux défenseurs d'abroger l'arrêté numéro 007580 du ministère de l'Intérieur du 20 juillet 2011 et de prendre toutes les mesures efficaces, immédiates, pour assurer le rétablissement du droit à la liberté d'expression du peuple. 3 ans après cette décision de justice régionale, l'arrêté reste en vigueur, renforçant le sentiment d'un décalage persistant entre les engagements démocratiques affichés par l'État et la réalité juridique sur le terrain. Cap maintenant sur l'hémicycle. Le règlement intérieur de l'Assemblée nationale revient cette semaine au cœur des débats. Objet récurrent de tensions entre parlementaires, ce texte pourrait faire l'objet d'une révision censée apaiser les échanges. Une initiative saluée mais qui devra faire ses preuves face aux fractures politiques persistantes. Madame Aïssata Tall, vous pouvez demander à votre camarade là de se taire, s'il vous plaît.
Si je l'applique, vous serez sur le champ expulsé. Vous êtes un perturbateur. C'est un texte qui ne fait jamais vraiment consensus, mais qui revient régulièrement au cœur des débats parlementaires. Ça devait se faire avant les observations de forme, vous le savez très bien. Le règlement intérieur est pourtant le texte qui encadre le fonctionnement des débats, la prise de parole des députés, les conditions du vote, autrement dit, les règles du jeu démocratique à l'Assemblée nationale. Au fil des législatures, il a été régulièrement mis à l'épreuve. Lors de la 14e législature, une vive controverse autour de la déclaration de politique générale avait conduit à une réforme du texte. Mais les choses ne se sont pas apaisées pour autant avec ce nouveau règlement. Monsieur le Président Alakan, nous vous prions de bien vouloir nous présenter un document officiel attestant que notre camarade El Malick Ndiaye a démissionné de son poste de ministre. À défaut de ce justificatif, il ne pourra ni siéger, ni a fortiori se présenter comme candidat. La 15e législature a été émaillée de tensions, avec des rappels incessants au règlement intérieur, des protestations en séance et même des querelles sur l'interprétation de certains articles. Oui. Mais vous me donnez raison. L'enjeu de cette règle est donc de clarifier les règles, éviter les blocages et restaurer un climat plus serein dans l'hémicycle. La proposition sera débattue en séance plénière dans les prochains jours. Reste à savoir si cette réforme suffira à apaiser les tensions, car derrière les termes juridiques, ce sont les rapports de force politiques qui sont en jeu. S'il est censé garantir l'équité, le règlement intérieur peut aussi devenir un levier stratégique entre majorité et opposition. L'examen de conduite a viré à la confusion ce lundi sur le parking du stade Léopold Sédar Senghor. La police a interrompu les épreuves en lançant des grenades lacrymogènes pour disperser les candidats et les moniteurs. Une intervention vivement critiquée par le secrétaire général de l'amicale des moniteurs d'auto-école, Khalifa Ndiaye, qui déplore l'usage excessif de la force. Selon lui, la police a justifié son action par l'absence d'autorisation d'occupation du site. L'examen de conduite organisé ce lundi au niveau du parking du stade Léopold Sédar Senghor a finalement été suspendu. Les forces de défense et de sécurité ont dispersé le rassemblement avec des tirs de grenades lacrymogènes. Comment dirais-je? Examen. Cette intervention a entraîné des débordements que déplore le secrétaire général de l'amicale des moniteurs et employés de l'auto-école du Sénégal. On a eu des blessés, on a eu des évanouissements. Je pense qu'une élève même de l'auto-école femme a été évacuée à l'hôpital. Elle avait des problèmes pour respirer. Donc voilà la situation qui s'est posée aujourd'hui ce matin au niveau du stade. Et nous trouvons déplorable la manière dont la police a dispersé un examen de l'État du Sénégal. Il y avait possibilité d'avertir les gens par d'autres voies. Il n'y avait pas lieu de jeter des grenades lacrymogènes sur d'honnêtes citoyens qui viennent passer leur permis de conduire. Khalifa Ndiaye affirme que la police a brandi comme argument une absence d'autorisation pour occuper le site. À partir de 8 heures, donc on a débuté l'examen. À un moment, nous avons vu un détachement du groupement mobile d'intervention qui est venu demander au chef de division de suspendre les examens parce qu'il n'y avait plus d'autorisation. C'est par ces discussions vraiment qui n'étaient pas houleuses, il n'y avait aucune animosité, aucune révolte, que le détachement a trouvé que la solution c'était de déguerpir à coups de grenades lacrymogènes. Malgré ces tensions, des négociations avec l'autorité ont eu lieu, déclare le secrétaire général de l'amicale. Ainsi, les examens devront se poursuivre ce mardi. Matar Barré, sur un tout autre front, la colère gronde à Thiaroye-sur-Mer. Ce lundi, les jeunes ont bloqué la route nationale au niveau du quartier cinéma pour réclamer la restructuration de leur commune dans le cadre du projet de dépollution de la baie de Hann. Les manifestants dénoncent une marginalisation persistante de Thiaroye dans les travaux déjà entamés dans les localités voisines. Un mouvement de protestation qui a paralysé la circulation dans les deux sens. Je vais commencer mon propos par citer la fameuse phrase de Frantz Fanon. Il disait, je le cite, « Chaque génération, dans une relative opacité, doit assumer sa mission, la remplir ou la trahir. » Et cette jeunesse-là derrière moi, cette population que vous voyez là, ne compte absolument pas
trahir sa mission. Aujourd'hui, la mission de cette population n'est autre que l'exigence de la restructuration urbaine de Thiaroye-sur-Mer. Et je dois préciser que la population de Thiaroye-sur-Mer n'est pas une population violente. On a beau être légaliste, on a beau être pacifiste, mais à un moment donné, nous avons constaté que malgré les séries de rencontres, malgré les promesses qu'on nous a faites, on veut nous considérer, on veut nous faire l'agneau du sacrifice. Et nous, jamais au plus grand jamais, nous n'accepterons d'être l'agneau du sacrifice. Ce que nous exigeons, c'est la restructuration urbaine de Thiaroye-sur-Mer. Et cette exigence est non négociable. C'est soit la restructuration, soit le projet ne passe pas. C'est ça. Mais il y va même de la durabilité de ce projet. Comment tu peux vouloir dépolluer la baie de Hann, alors que sur les 13 km de la baie, Thiaroye-sur-Mer occupe les 7 km. Toi, tu veux dépolluer Mbao, Hann et Dalifort et laisser Thiaroye-sur-Mer. Ce qui va se passer, c'est que là, c'est comme, je vais emprunter la parole au maire, à notre maire actuel. Il disait que faire le projet de la dépollution de la baie de Hann sans restructurer Thiaroye-sur-Mer serait comme jeter de l'argent par la fenêtre. Dans la foulée de cette manifestation, le maire de Thiaroye-sur-Mer, El Mamadou Ndiaye, prend la parole. Il rappelle que le décret de cessibilité signé par l'ancien président Macky Sall arrivera à expiration en août 2025, ce qui accentue les inquiétudes des populations. Le maire souligne que Thiaroye a été laissé en rade, contrairement à Yarar et Mbao qui ont déjà bénéficié de la restructuration. Il appelle l'État et les bailleurs de fonds à agir avant qu'il ne soit trop tard. Direction maintenant Popenguine, où une opération nocturne a permis de démanteler un important réseau migratoire. Dans la nuit de dimanche à lundi, la gendarmerie nationale a interpellé 60 candidats à l'immigration clandestine issus de plusieurs pays d'Afrique de l'Ouest. Les premiers éléments de l'enquête révèlent une organisation transnationale bien rodée, une illustration de l'ampleur du défi migratoire dans la sous-région. Sur le plan diplomatique, la désignation du président sierra-léonais Julius Maada Bio à la tête de la CEDEAO fait grincer des dents. Thierno Alassane Sall y voit une humiliation pour le Sénégal qui n'a pas obtenu la présidence tournante malgré les attentes. Il critique vivement Bassirou Diomaye Faye et Ousmane Sonko, les accusant de naïveté stratégique et d'isolement diplomatique. Pour lui, le Sénégal subit un camouflet sans précédent. Dans une autre lecture est possible selon un agent de la CEDEAO, c'est le Sénégal lui-même qui a renoncé à briguer la présidence tournante dans un souci d'équilibre et de diplomatie régionale. Une décision stratégique prise par Bassirou Diomaye Faye est saluée au sein de l'organisation. Loin de toute mise à l'écart, il s'agirait d'un geste d'élégance diplomatique. Alors que certains s'interrogent sur l'absence du Sénégal à la tête de la CEDEAO cette année, des sources internes à l'organisation régionale apportent des éléments de clarification qui permettent de mieux comprendre les circonstances de cette décision. Contrairement aux spéculations, le président Bassirou Diomaye Faye n'a nullement été écarté ni oublié. Bien au contraire, selon un fonctionnaire actuellement en poste à la CEDEAO et témoin direct des procédures internes, la présidence tournante de l'organisation obéit à un principe clair: l'ordre alphabétique des États membres. Ce système permet d'assurer une rotation équitable entre les pays membres, indépendamment de leur poids diplomatique, économique ou politique. Ainsi, lors de l'avant-dernier sommet des chefs d'État de la CEDEAO, c'était normalement au tour du Sénégal de prendre la présidence tournante. Toutefois, le pays avait alors demandé au Nigeria d'assurer cette responsabilité. Cette année, le tour revenait donc légitimement au Sénégal. Mais dans un esprit de solidarité régionale et de respect du principe d'équité, le président Bassirou Diomaye Faye a volontairement cédé sa place à la Sierra Leone, un pays qui n'a jamais encore présidé l'organisation, évitant ainsi tout précédent ou malentendu au sein de la communauté. Ce geste, interprété par beaucoup comme un signe de maturité politique et de respect institutionnel, a été unanimement salué au sein de la CEDEAO. Il renforce par ailleurs la stature du Sénégal, reconnu comme un pays prioritaire et moteur de l'intégration régionale. La Sierra Leone assurera donc la présidence de la CEDEAO jusqu'au prochain sommet des chefs d'État prévu en juin 2026, marquant ainsi une première dans son histoire au sein de l'organisation. Pabanda Gaye, face à la crise sécuritaire au Moyen-Orient, Dakar s'active pour protéger ses ressortissants. La ministre des Affaires étrangères, Yassine Fall, a annoncé le rapatriement en cours des Sénégalais bloqués en Iran via la Turquie. Le personnel diplomatique a déjà été évacué et les vols sont en préparation pour ramener les civils à Dakar. Une opération délicate mais maîtrisée selon la diplomatie sénégalaise. Sur la scène européenne, l'Espagne hausse le ton face à Israël. Le chef de la diplomatie espagnole appelle à la suspension de l'accord
l'accord d'association UE-Israël et à un embargo sur les armes. Il dénonce les violations répétées des droits humains dans le conflit actuel, une prise de position forte qui interpelle Bruxelles. Et l'Iran qui passe à l'offensive après les bombardements américains qui ont également intensifié ce lundi entre l'Iran et Israël. Zarko a vraiment peur de Sathiès. Il n'ose même pas l'affronter en boxe. Durant tout le combat, il a essayé une stratégie qui n'a pas marché. Sathiès en a profité pour reprendre avec une très... Toutes nos excuses pour cet élément international qui n'est pas disponible. Nous allons y revenir dans nos prochaines éditions. Retour sur l'arène avec un débrief musclé. Sathiès a corrigé Zarko lors de leur second affrontement, selon Bokar Ndour, invité de l'émission Sport sur 7. Le journaliste sportif évoque la peur et la passivité du lutteur de Grand Yoff face à un adversaire déterminé. Une leçon de densité, affirme-t-il. Zarko a vraiment peur de Sathiès. Il n'ose même pas l'affronter en boxe. Durant tout le combat, il a essayé une stratégie qui n'a pas marché. Sathiès en a profité pour reprendre avec une très belle prise. Mais Zarko n'a rien fait durant tout le combat. Il a fait preuve de passivité. Je ne peux pas comprendre le fait qu'un adversaire vous tienne avec autant de force. Sathiès l'avait promis, il l'a fait. Tout ce qu'il avait dit dans le face-à-face, il l'a montré aujourd'hui. Donc il a dirigé le combat, je dirais même qu'il a corrigé Zarko. Il n'a pas trahi sa parole. Donc la déception sera du côté de Zarko. Parce que je pensais vraiment qu'il allait aller au combat, mais il a tout perdu. L'après-combat s'annonce donc palpitant pour Sathiès. Le fils de Double Less a désormais le champ libre pour viser un combat royal. Les spécialistes sont unanimes. Il doit défier Modou Lô ou Tapha Tine, deux chocs qui feraient vibrer l'arène. La première cible pour Sathiès, forcément, c'est Modou Lô. Maintenant, si cette porte se referme, il peut aller voir Tapha Tine parce qu'il ne l'a jamais affronté. Il n'y a pas beaucoup de poids lourds dans cette arène-là. Donc, ils sont obligés de s'affronter. C'est l'heure. Ils n'ont pas d'autre choix. La voie est ouverte. Un lutteur comme Sathiès qui a déjà battu Reug Reug, je pense que Tapha Tine ne représente nullement un danger pour lui. Il a battu énormément de champions. Il a tout fait dans cette arène-là. Maintenant, il faut le rappeler, on a déjà eu à démarcher ce combat, mais ça n'a pas abouti parce que du côté de Tapha Tine, on avait rejeté l'offre. Maintenant, la balle est dans le camp de Sathiès. Il vient de battre Zarko. Il a le choix entre Tapha Tine ou Modou Lô. Mais si j'étais vraiment de son staff, la priorité, je la mettrais sur Modou Lô. En deuxième option, maintenant, je mettrais Tapha Tine. Mais à l'actif, ce sont les deux lutteurs qu'il doit affronter. Voilà, c'est tout pour ce soir. Merci d'avoir choisi le journal de cette TV pour vous informer. Restez avec nous, nos programmes se poursuivent. Merci de votre fidélité. Au revoir.